Bonjour à toutes et à tous, ce matin c'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons depuis le siège de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol à Lyon, une institution qui vient de célébrer son centenaire puisque depuis 1923 elle œuvre pour relier les polices et identifier les malfaiteurs. Dans un monde où la criminalité est protéiforme, Interpol représente la police sur la scène internationale et est doté d'outils pour ses pays membres afin de lutter contre la criminalité physique et virtuelle et protéger leurs citoyens. C'est parti. Le secrétariat général d'Interpol est implanté à Lyon depuis 1989 dans ce bâtiment conçu pour ses activités et connu pour son patio octogonal dans lequel m'attend François-Xavier Laurent, le gestionnaire de la base de données ADN. Bonjour François-Xavier, merci Bonjour. de m'accueillir ici au cœur de ce bâtiment à la beauté indéniable. Est-ce qu'il continue de vous émerveiller lorsque vous arrivez chaque matin ? Tous les matins. Dès que je franchis le pas de la porte, effectivement, j'ai vraiment le sentiment de faire un métier particulier, de travailler dans un endroit un peu fantasmé parfois par le public. Mais il faut se dire vraiment qu'on a une chance d'avoir ce type de bâtiment-là à Lyon. C'est le siège central, le QG d'Interpol, dans lequel on va pouvoir accueillir les polices du monde entier et leur permettre de coopérer. Et tous les visiteurs ne peuvent pas manquer évidemment cet emblème que l'on peut découvrir à travers cette mosaïque. Qu'est-ce qu'il symbolise ? Donc il y a 4 éléments principaux. Le premier, c'est le globe, pour signifier le côté international de notre métier. Ensuite, les branches d'olivier sur le côté pour symboliser la paix. La balance pour symboliser la justice. Et ensuite, l'épée ici verticale qui va représenter l'action policière. Et vous, ça fait 3 années que vous avez donc intégré l'équipe d'Interpol en tant que gestionnaire de la base de données ADN. Est-ce que vous étiez prédestiné à devenir policier scientifique ? C'est un peu, vous savez, la question de l'inné et de l'acquis qu'on apprend en biologie et en génétique, c'est de savoir est-ce qu'on est prédestiné ou pas à quelque chose. Alors, moi, j'ai un peu de prédestination parce que mon père était policier, mon grand-père était gendarme, donc j'ai baigné, on va dire, dans l'environnement des forces de l'ordre. Mais ce n'est pas du tout le type de métier que j'envisageais. Moi, j'étais plus sur la recherche médicale, l'analyse des maladies génétiques et autres. Donc, j'ai suivi un parcours très universitaire en biologie et ensuite bifurqué vers mes anciens amours des enquêtes policières, des romans policiers, pour rejoindre la police scientifique et travailler au final pour Interpol. Et votre professeur de SVT en terminale vous avez dit que vous n'étiez pas fait d'ailleurs pour faire de la génétique car vos résultats scolaires étaient trop médiocres. Pour autant, 10 ans plus tard, vous avez donc décroché ce doctorat en génétique. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce résultat ? Beaucoup de travail sur moi, beaucoup de réflexion aussi professionnelle en se disant voilà, c'est pas parce que quelqu'un forcément nous met des bâtons dans les roues qu'on ne peut pas y arriver. Donc à force de motivation et de passion surtout pour ce domaine, j'ai pu franchir les différentes étapes et en tout cas peut-être que ça m'a donné un électrochoc pour me dépasser et arriver à faire ce métier. Et avant d'arriver à Interpol il y a maintenant 3 ans, vous étiez le responsable recherche et développement à l'Institut national de la police scientifique. Là-bas vous avez développé de nouvelles méthodes d'analyse de l'ADN pour aider à la résolution d'enquêtes, notamment le portrait robot génétique. Ces dernières vous servent encore aujourd'hui à Interpol. Oui, tout à fait, parce qu'après avoir mis en place ce type de méthode au niveau français, l'avantage avec Interpol, c'est qu'on peut proposer ce type d'évolution technique et scientifique à l'ensemble des pays du monde. Et donc ça permet de pouvoir utiliser des pratiques développées dans un pays pour les proposer à l'ensemble des pays mondiaux pour la résolution d'enquêtes criminelles internationales. Et pourquoi vous avez fait le choix de rejoindre Interpol ? C'était pas prédestiné, en fait je me sentais très bien dans la police scientifique, mais c'est vrai que j'ai vu sur le site d'Interpol, dans la partie RH, un poste qui se libérait dans ma spécialité, qui est la génétique. Et donc j'ai postulé comme tout le monde. Une probabilité infime pour moi de rentrer dans cette maison. Et j'ai eu la chance d'être pris et donc de m'occuper maintenant de toutes les comparaisons génétiques au niveau mondial. Voilà, et Interpol continue de recruter évidemment pour celles et ceux qui sont intéressés. Tout à fait. On peut retrouver les annonces sur le site internet notamment Exactement. de l'institution.
C'est un organe donc, de police internationale qui a été officiellement créé en 1923. C'était à Vienne, en Autriche, mais ses fondations ont été posées à partir de 1914 à Monaco. Qu'est-ce qu'il s'est passé à l'époque? Donc en 1914, c'est la première fois vraiment où des pays vont commencer à élaborer l'idée de la coopération policière internationale. Ensuite, évidemment, il y a eu la Première Guerre mondiale, donc ça a décalé le projet jusqu'en 1923, où c'est à ce moment-là que va être créé officiellement un organe de coopération policière internationale qui est devenu par la suite Interpol. Et aujourd'hui, comment sont organisées les instances? Et donc les instances vont être organisées par la représentation de tous les pays au niveau de l'Assemblée générale, qui sont donc chaque pays va avoir un vote et donc va pouvoir voter pour la prise de résolution de nouvelles on va dire, priorités qui vont être données par l'organisation et qui vont pouvoir déterminer le chemin que va suivre la coopération policière internationale dans le futur. Et nous avons aussi donc un président et un secrétaire général qui va gérer au quotidien les affaires d'Interpol. Et quand vous dites chaque pays, il y en a 196 aujourd'hui qui sont membres de l'institution et chacun donc, possède un bureau central national. Quel rôle joue-t-il? Voilà, donc en fait en 1923 à la création d'Interpol, uniquement 20 pays étaient présents et maintenant effectivement on est à 196. Donc une évolution absolument phénoménale au cours de ces centaines d'années. Et donc le but de ces bureaux centraux nationaux, qui sont en gros le cœur d'Interpol, va être de faire l'interface entre la police nationale et Interpol, le secrétariat général. Et donc, dès qu'un pays va avoir besoin de coopération internationale, de demander à un autre pays des informations ou d'envoyer des informations sur une alerte, une menace qui peut arriver, à ce moment-là, ils vont pouvoir passer via les BCN et transmettre l'information à l'ensemble des pays du monde. Et quels sont les principes sur lesquels reposent les activités d'Interpol? Donc plusieurs principes. Le premier principe, ça va être l'échange, c'est-à-dire de pouvoir donner l'accès à un réseau sécurisé pour permettre aux pays de se connecter, de s'envoyer des données particulières. Le deuxième, ça va être de pouvoir émettre des alertes, utiliser notamment un système de notices de différentes couleurs pour rechercher un fugitif par exemple ou identifier une personne disparue. On va avoir aussi beaucoup de choses sur la coopération internationale en termes d'accès aux données, c'est-à-dire que les pays peuvent consulter des bases de données police qui sont stockées à Interpol pour voir si, par exemple, une empreinte digitale, un profil ADN peut être retrouvé dans un autre pays et favoriser la coopération. Et ensuite, beaucoup de choses en termes de communication, en termes d'innovation, pour être, on va dire, au taquet des criminels, quels qu'ils soient dans le monde. Et ici, combien de nationalités sont représentées au secrétariat général? Donc actuellement, on est à plus de 121 nationalités différentes qui travaillent donc à Interpol. Donc on est très fiers de cette diversité. Et il y a 2 ans, au cours de l'Assemblée générale, les pays ont pris une résolution d'augmenter cette diversité en accueillant notamment des policiers qui viennent de pays qui ne sont pas encore dans le staff d'Interpol. Et on se nourrit vraiment tous les jours de ces échanges, de ces discussions qu'on peut avoir avec des policiers qui viennent d'ailleurs pour vraiment augmenter notre savoir et permettre de pouvoir coopérer au mieux. Mais quels sont les profils justement qui travaillent ici? Donc on va dire qu'il y a 2 types de profils. On va dire des profils plus policiers, c'est-à-dire que votre pays peut vous mettre à disposition, c'est-à-dire vous envoyer à Interpol pour travailler un certain nombre d'années. Et donc vous allez pouvoir vous atteler à des tâches policières à Interpol et également faire un peu le go-between entre l'organisation et votre pays d'origine. Et vous avez une partie qui sont des salariés d'Interpol, comme moi par exemple. Ça peut être sur des objectifs plus police, mais également comme toute autre entreprise, la communication, l'informatique bien évidemment, la sécurité, les RH, la finance, tout, on va dire, les corps de métier qui sont importants pour faire fonctionner l'organisation. Mon père, c'est un vrai super-héros. Il m'a dit qu'il y avait des gens qui vendaient de faux médicaments pour gagner de l'argent. Et ces faux médicaments, ils sont très dangereux. Donc mon père, il fait en sorte que leur trafic soit arrêté pour que tout le monde puisse avoir des vrais médicaments. Et les menaces criminelles ont lieu en partie via Internet. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cybercriminalité qui englobe notamment toute une palette de menaces qui évolue très vite. Qu'est-ce que vous faites pour aider la police dans ce domaine? Donc effectivement, on pense très souvent à la criminalité comme étant le trafic d'êtres humains, le trafic de marchandises, le trafic d'armes, le trafic de plein de choses finalement, ou la criminalité qui va être liée à la pédophilie par exemple ou autre. Mais on oublie très souvent le côté cybercriminalité. Et c'est extrêmement important puisque, à la différence d'autres types de criminalité, il n'y a pas de frontières dans le virtuel. Et donc, chaque pays du monde peut être attaqué par quelqu'un qui dispose uniquement d'un ordinateur. Donc, il faut vraiment mettre le paquet sur ces 2 types de criminalité, la physique et la virtuelle, notamment avec des opérations qui sont lancées par l'organisation. Si un pays membre d'Interpol essaie de localiser un fugitif,
en vue de poursuites pénales ou de l'exécution d'une condamnation pénale, il peut envoyer une demande de publication de notice rouge via son bureau central national Interpol. Et parmi les outils qui sont utilisés par les équipes d'Interpol, il y a, pour l'arrestation notamment de personnes recherchées, il y a l'emblématique notice rouge. Comment a évolué cet avis de recherche depuis sa création en 1947 ? Donc au début, la notice rouge avait un nombre d'informations qui était plutôt limité, c'est-à-dire qu'on pouvait retrouver une photo, peut-être pas forcément de très bonne qualité, une empreinte digitale, mais c'était à peu près tout. Et en fait, avec le boom de l'informatique, la facilité pour pouvoir transmettre une information d'un pays à un autre via un réseau sécurisé par exemple, ou l'ajout d'autres biométries comme l'ADN ou la reconnaissance faciale, on va pouvoir en fait informer un pays avec toutes les informations dont on dispose pour un fugitif par exemple, pour que s'il traverse une frontière et que son passeport est contrôlé, le pays puisse voir qu'il est flagué par Interpol et peut-être l'arrêter et l'interroger. Alors il y a une autre notice jaune cette fois-ci qui fait référence aux personnes disparues. Il y a aussi les notices noires pour identifier les personnes décédées. Et à ce propos, justement en 2023, vous avez lancé une campagne inédite ouverte au monde entier à destination du grand public qui s'appelle Identify Me. Quel était son but ? Le but en fait c'est de mettre en lumière 22 affaires de corps de femmes non identifiés, victimes de meurtres qui ont été retrouvées dans 3 pays européens qui sont la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et vous, quel rôle vous avez eu en tant que gestionnaire justement de la base de données ADN ? Donc mon rôle en fait c'est de récupérer les données génétiques des corps et de pouvoir comparer ces informations-là aux données génétiques provenant de personnes disparues ou de proches biologiques de ces personnes disparues pour pouvoir faire des comparaisons, trouver des matchs potentiels et pouvoir alerter les pays qu'on a peut-être aidé à l'identification d'une des victimes. Et est-ce qu'elle a produit des résultats intéressants ? Oui, en fait, on a reçu plus d'1 million de visites sur le site le premier jour du lancement de la campagne, plus de 1300 messages du public. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 2 jours de lancement, nous avons reçu un message d'une famille qui nous disait que grâce à la photo d'un tatouage retrouvé sur une victime, ils avaient potentiellement identifier leurs proches qui avaient disparu depuis 31 ans. C'est un dispositif que vous allez décliner pour d'autres situations ? Oui, l'idée c'est au final, au plus tard, d'augmenter le nombre de cas, puisqu'on se rend compte que l'aide du public est très importante sur certaines affaires, notamment des affaires très anciennes, où très souvent c'est un témoignage d'une personne qui connaît quelque chose qui va permettre de débloquer l'enquête, pouvoir identifier la victime, et une fois qu'on a la victime, on peut passer à l'identification de l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Interpol à sa manière, à son échelle ? Alors, pour l'opération, on va dire aller sur le site d'Interpol, regarder les informations qui y figurent, notamment des photos des objets personnels, des informations sur les victimes. Et on va dire en règle générale, faire attention à ce que l'on fait avec ses propres données. Ce qu'on dit souvent, c'est que votre passeport dans une mauvaise main peut devenir une arme. Et donc, faire attention à ses propres données, essayer d'être méfiant de tout ce qu'on voit sur Internet, des mails un peu particuliers, et ne pas cliquer n'importe où. Ne pas transmettre ses coordonnées bancaires, puisque les risques de phishing, de spam sont très importants. Alors au total, il y a 19 bases de données qui sont gérées par Interpol. Elles sont utilisées entre autres par le Centre de commandement et de coordination qui intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ici à Lyon, mais aussi à Singapour ou encore à Buenos Aires. Est-ce que vous pouvez m'y emmener ? Avec plaisir, on y va. C'est parti. C'est un bâtiment qui est magnifique. C'est assez incroyable. Ouais. Donc là, où sommes-nous ? Là, donc, on arrive au CCC, qui est le centre de commandement et de coopération, et qui va nous permettre en fait, de pouvoir voir le cœur névralgique d'Interpol, où se passent les communications, où arrivent les alertes et comment on gère ça au quotidien. Nous
sommes à l'intérieur du centre de commandement et de coordination. Derrière nous, ce mur d'images permet de tout savoir sur l'actualité nationale et internationale. Et je crois savoir que chaque matin, vous allumez votre téléphone pour voir ce qui s'est passé la nuit dernière. Oui, c'est la déformation professionnelle, clairement. J'ai toujours peur de manquer quelque chose. Donc c'est vrai que premier réflexe au réveil, prendre mes 2 téléphones, mon pro et mon perso, pour vérifier ce qui s'est passé, est-ce que ça peut impacter sur ma journée de travail à Interpol. Parce qu'effectivement, ici, le décalage horaire n'existe pas. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a ici ce centre de coordination et de commandement à Lyon. Il y en a un autre à Singapour et puis aussi à Buenos Aires. C'est ça. En fait, le but, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble des 24 fuseaux horaires et donc d'avoir en fait une capacité de recevoir des informations des pays membres, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, peu importe l'endroit où ils sont. Quelles sont les langues qui sont parlées ici? Donc il y a 4 langues officielles à Interpol, qui sont le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Mais au CCC, la particularité, c'est que nous avons plus de 19 nationalités et 23 langues parlées. Donc même si ce ne sont pas des langues officielles dans Interpol, on a toujours un collègue qui peut nous aider pour traduire un message ou nous aider à interpréter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe concrètement au quotidien lorsqu'on fait une journée de 8 heures à l'intérieur de ce centre? Donc on va recevoir l'ensemble en fait, des demandes urgentes des pays membres, soit pour alerter à propos d'une attaque, soit pour demander une information, soit une demande de coopération. Et donc le CCC va faire en fait, l'interface entre les services d'Interpol, par exemple l'ADN où je travaille, et les pays. Donc ça nous permet de pouvoir recevoir en direct des demandes urgentes qu'il va falloir traiter et d'apporter des réponses le plus rapidement possible aux pays membres. Et dans ces pays membres, quels sont les interlocuteurs avec lesquels vous travaillez? Donc très principalement le BCN, donc les bureaux de coordination qui sont présents dans chaque pays, et ensuite après des discussions directes grâce aux canaux sécurisés d'Interpol pour de l'échange d'informations biométriques notamment. Et quels sont les événements majeurs qui ont été gérés ces dernières années depuis ici? Donc ça va être tout ce qui va être catastrophe naturelle par exemple, donc un tsunami, un tremblement de terre par exemple, un crash d'avion, va parfois demander l'intervention d'une unité spéciale de cellules de crise Interpol pour assister le pays, leur donner accès à des informations, des bases de données et faciliter les échanges avec d'autres pays si les victimes étrangères, par exemple, sont présentes. Et aussi, on va être en soutien pour toutes les grosses opérations mondiales, par exemple le G7, le G20, l'organisation des Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Donc ce sera le cas en 2024, là, cette année, avec les Jeux Olympiques de Paris. Tout à fait, il faut être en stand-by et être prêt à pouvoir intervenir à n'importe quel moment si le pays hôte demande l'aide d'Interpol. Alors il y a 2 cellules de crise qui sont pilotées par le Centre de commandement et de coordination. Quand sont-elles déployées? À la demande des pays, c'est-à-dire qu'un pays peut contacter Interpol et dire voilà, nous avons face à nous une situation complexe, nous avons besoin de coordination internationale si par exemple des victimes étrangères sont présentes, et donc on va pouvoir déployer une task force sur le site pour pouvoir aider les pays en support. Alors on parle beaucoup d'actualité nationale, internationale ici. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'époque dans laquelle on vit? Oui, très à l'aise, mais c'est vrai que si j'avais un souhait, ce ne serait pas de vivre dans le passé, mais dans le futur et voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a 100 ans, quand Interpol a été créé, c'était vraiment une utopie de pouvoir mettre en commun, on va dire, autant de pays dans le monde. Et j'aimerais savoir dans 100 ans comment l'organisation va se porter. Et j'imagine tous les progrès scientifiques et techniques qui seront disponibles pour les futurs policiers du monde pour battre le crime. Alors vous, je rappelle que vous êtes gestionnaire de la base de données ADN. Comment vous voyez la prochaine décennie sur ce sujet? Je pense que tout va changer. Tout ce que l'on connaît en fait va être extrêmement modifié. La création de profils génétiques et l'obtention de ces profils va être ultra simplifiée. On va pouvoir en quelques secondes peut-être avoir un profil génétique et peut-être à la frontière pouvoir analyser l'ADN directement d'une personne en simultané, vérifier dans des fichiers si cette personne est connue et pouvoir agir beaucoup plus vite sur les crimes. Alors on va continuer cette émission puisque chaque jour dans Vous êtes formidable, on met en lumière une association. Ce matin, on a choisi une association portée par des policiers que vous connaissez qui s'appelle Orphéopolis. C'est Hervé Poyer, son président, qui va nous dire justement comment elle accompagne les familles de policiers endeuillés, soutient et accueille également leurs orphelins. Il nous attend dans un autre espace que l'on va rejoindre tout de suite. You'll see already. In the end, it's all right. Et on traverse le pôle communication. C'est ça, effectivement. Donc c'est ici que l'équipe va designer un certain nombre de visuels qui vont être utiles pour promouvoir les activités d'Interpol et notamment partager avec les pays des projets et des capacités qu'ils peuvent utiliser au niveau national. In the end, it's all right. C'est vrai que la vue est assez incroyable ici. On a un joli parc. Oui, effectivement, on a une localisation idéale à côté du phare de la Tête d'Or.
Alors François-Xavier, puisqu'on se dirige vers l'espace bibliothèque, est-ce qu'il y a un livre qui vous a bouleversé ? Oui, Les Thanatonautes, qui est un livre de Bernard Werber, qui est un livre plutôt scientifique et qui aborde la découverte du continent des morts par deux scientifiques. Et c'est un peu ce qui m'a donné envie de me lancer dans la recherche scientifique. Et puisqu'on parle de littérature, est-ce qu'il y a un mot que vous trouvez formidable ? Le mot utopie, qui est présent dans mon proverbe préféré, qui est l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Donc il y a toujours de l'espoir, on peut toujours arriver à quelque chose. Enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a une personne aussi que vous souhaitiez mettre en lumière ce matin ? Oui, la chercheuse Rosalind Franklin, qui est la première à avoir obtenu la structure de l'ADN en double hélice, qui n'a malheureusement pas obtenu le prix Nobel alors qu'elle aurait dû l'avoir. Et donc la science maintenant l'a rétablie et toute sa contribution est importante pour la science. Voilà, merci de l'avoir souligné et il est temps de rejoindre Hervé Poignet. Hervé, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président d'Orphéopolis, une mutuelle fondée en 1921 par des policiers et pour des policiers, donc avec pour but de venir en aide aux orphelins policiers, mais aussi aux familles endeuillées. François-Xavier, ce matin, on a voulu mettre en lumière, justement, dans cette émission Vous êtes formidable, cette association en l'invitant ici, au sein de Interpol, parce qu'elle avait un lien tout simplement logique avec le monde policier. Hervé, votre institution donc est là pour apporter un soutien aux enfants qui ont perdu, malheureusement, l'un de leurs parents policiers. Comment se traduit cette aide ? Notre aide, elle est immédiate dès le moment du décès, avec une prise en charge psychologique, morale, matérielle, et elle dure très longtemps, puisque nous, notre mode de prise en charge, c'est sur du très très long terme, puisqu'on va jusqu'à l'entrée à la vie active. Et combien d'orphelins vous avez pu accompagner depuis la naissance d'Orphéopolis, qui date quand même de 1921, qui a célébré son centenaire il y a maintenant 3 ans ? Tout à fait, plus de 100 ans d'existence, plusieurs dizaines de milliers d'orphelins accompagnés depuis la création. Aujourd'hui, on accueille en moyenne entre 150 et 180 nouveaux orphelins par an. Et piloté par 680 policiers bénévoles qui leur viennent donc en aide sur le terrain. Quelles sont leurs actions ? Alors, ce réseau et notre veille sociale, ce sont les premiers à être en contact avec les familles et à informer évidemment le siège d'un décès et à pouvoir mettre en place immédiatement le soutien nécessaire à apporter à ces familles dès l'instant du décès. C'est un soutien qui se traduit notamment par 3 villages d'accueil d'enfants qui sont implantés en France, à la fois à Agde, à Bourges et Nancy. Quelle est leur vocation ? Leur vocation de ces villages est d'accueillir les plus fragiles, ceux pour qui la reconstruction est difficile. C'est un accueil avec des psychologues sur place, avec des assistantes sociales, de façon à pouvoir les insérer dans la vie. C'est une communauté, puisque tous ont ce point commun d'être orphelins, et ça leur permet, eux, d'affronter, de ne pas être tout seuls, à se dire que d'être orphelin et de pouvoir avancer dans la vie. Comment sont financées vos actions sociales ? Nos actions sociales sont financées à 95% par la générosité du public, par des dons et des legs de monsieur, madame, tout le monde, qui, grâce à eux, permettent à ces jeunes de pouvoir s'en sortir et d'arriver à de belles réussites dans la vie. Ça fait combien de temps que vous êtes président d'Orphéopolis ? Alors, je suis président depuis 1 an, mais investi dans la structure depuis plus de 25 ans. Quel est votre parcours ? Alors moi, je suis policier, je suis un policier de terrain, exclusivement de terrain. Et puis, au fil du temps, on est tombé dans la grande marmite Orphéopolis, de la famille Orphéopolis, parce que c'est vraiment une famille. On est tous là des acteurs pour s'engager auprès de nos jeunes, à les accompagner. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à devenir le président. Et c'est un bel honneur que de présider cette institution. Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, en tant que président au cœur de cette institution ? Au cœur de représenter l'institution, d'aller ne serait-ce que chercher effectivement des fonds, parce que c'est important de représenter, d'aller au contact des familles, de pouvoir effectuer toutes les démarches nécessaires pour que certaines puissent obtenir ce dont elles ont besoin pour pouvoir accéder à la vie quotidienne pour les orphelins. Alors tout à l'heure, je parlais du centenaire. Justement, il y a un livre qui retrace cette grande histoire d'Orphéopolis, qui est donc paru en 2021 aux éditions Porte-Plume. Qu'est-ce que l'on peut y voir à l'intérieur ? On y voit des témoignages de tout ce qui est la famille Orphéopolis, des orphelins, bien sûr, bien entendu. C'est eux qui ont illustré, qui sont le fil conducteur, et tous ceux qui, tout au long, permettent de les accompagner, que ce soit nos éducateurs, nos équipes salariées, nos bénévoles, puisque les bénévoles sont très très importants, nos généreux donateurs, sans qui rien ne pourrait arriver. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait si on n'avait pas un public qui soutient et les orphelins et la police par la même occasion. C'est un ouvrage qu'on peut retrouver sur votre site internet d'Orphéopolis, bien évidemment. Alors François-Xavier, j'ajoute également que chaque année, en mars, Le 7 mars. Interpol honore la mémoire des policiers donc victimes de leur devoir, un mémorial d'ailleurs
d'ailleurs des policiers et a été inauguré ici et notamment à Singapour il y a 5 ans. Exactement, parce qu'Interpol, c'est la plus grande organisation policière internationale et nous avons à reporter plus de 10 000 morts de policiers sur le terrain dans l'ensemble des pays membres d'Interpol. Donc il nous paraît important de promouvoir leur activité et de pouvoir dire que ce sont des vrais héros et de pouvoir souhaiter supporter leur mémoire, on va dire, chaque année. Orphée aux Police, c'est une institution que vous connaissiez? Oui, tout à fait. En fait, mon père étant policier, il a effectivement adhéré à l'association et donc je recevais, quand j'étais plus petit, les magazines d'Orphée aux Police et donc ça m'a donné envie aussi de faire intervenir cette association ici. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans cette émission exceptionnelle, ici au cœur du siège d'Interpol pour son centenaire. On rappelle, c'était en 2023. Vous avez célébré cela notamment à Vienne parce que cette institution est née dans ce pays, en Autriche, à Vienne en 1923. On va se retrouver demain pour une émission classique en plateau de Vous êtes formidable. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et à très vite sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.